Merci. Donc, je voudrais vous parler de la couleur à Notre-Dame. Notre-Dame, donc de toutes les couleurs, qui est la couleur qui était une composante majeure des cathédrales. Et à la lumière colorée des vitraux, comme celui que vous voyez ici de la rose du bras nord du transept, s'ajoutaient les peintures figurées ou ornementales des murs pour former un ensemble unique destiné à saisir les visiteurs tout en soulignant la hiérarchisation des espaces en fonction de leur caractère sacré. Au sein du chantier scientifique de Notre-Dame, qui vient d'être évoqué, les recherches en cours du groupe Décor visent, à l'aide de différentes techniques d'investigation que j'évoquerai, à repérer les vestiges de différents décors polychromes et de les restituer dans une perspective historique. La couleur, je vous l'ai dit, était omniprésente dans les édifices du Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité d'ailleurs. À Notre-Dame, il ne subsiste guère de l'époque médiévale que la vitrerie des trois grandes roses, dont les verres, à dominante bleue et rouge, génèrent à l'intérieur une lumière violacée qui devait caractériser l'ambiance colorée primitive. Voilà cette rose de Notre-Dame, donc du milieu du XIIIe siècle. Vous pouvez distinguer les maçonneries encore complètement encrassées par la pollution atmosphérique, le suif des cierges, etc. Toutes choses qui ont disparu avec le nettoyage très récent de la cathédrale. En dehors des vitraux, les murs étaient peints également, ce qu'avait bien compris Viollet-le-Duc, l'architecte qui a dirigé la grande restauration de Notre-Dame au milieu du XIXe siècle, et le décor peint qu'il fait réaliser dans les chapelles du chœur, dont certaines viennent d'être nettoyées, ici à gauche, et débarrassées donc de la crasse accumulée depuis plus d'un siècle, forme un contraste très net avec les chapelles de la nef, ici à droite, à gauche, non à droite aussi, je regarde dans l'autre sens, excusez-moi. La chapelle de la nef, ici la quatrième, malheureusement décapée après la Deuxième Guerre mondiale et donc privée du décor qui avait restitué Viollet-le-Duc. Des vestiges plus anciens encore que le XIXe siècle ont été repérés récemment depuis les échafaudages dressés à l'intérieur de l'édifice, comme par exemple des fleurs de lys dorées repérées donc sur l'extrémité des arcs à leur jonction avec la clé de voûte dans une travée du bas-côté nord de la nef. Les analyses de ces éléments polychromes sont en cours au laboratoire de recherche des monuments historiques pour préciser la datation qui peut aller de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Le relevé systématique des chapiteaux de la cathédrale, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 chapiteaux à l'intérieur de l'édifice et plusieurs centaines à l'extérieur. Ce relevé systématique, lancé donc en 2021 au sein du groupe Décor, permet le repérage de traces de polychromie, notamment par exemple ce rouge que vous distinguez dans les creux, ce détail d'un des chapiteaux du déambulatoire de la cathédrale, ce qui permet évidemment d'enrichir notre connaissance de la couleur à Notre-Dame depuis le Moyen-Âge. Récemment, des fouilles archéologiques menées à la croisée du transept, ici donc à l'aplomb de la flèche qui s'était montrée en 2019, ont permis donc la découverte spectaculaire de fragments de sculptures figurées, des têtes, des mains, des éléments de draperie, qui proviennent du jubé, ce qui est le nom donné à la clôture de pierre qui isolait le chœur des chanoines dans la partie orientale du vaisseau principal de la nef, accessible par les fidèles. Un peu à la manière du jubé qui, lui, est beaucoup mieux conservé dans la cathédrale de Naumbourg, que vous avez en bas à gauche, en Allemagne. Cette clôture à Notre-Dame avait été réalisée vers 1230, était ornée, on le sait, par des descriptions anciennes de scènes de la Passion du Christ, donc jusqu'à sa résurrection, un cycle comparable à celui donc, que je vous montre ici à travers l'exemple de Naumbourg. Les éléments de décor architectural, de drapés, les têtes, etc., ont conservé une polychromie tout à fait stupéfiante par son état de conservation, par la richesse de ses composantes, beaucoup d'or, du lapis lazuli par exemple pour les bleus très profonds, et j'en passe, toutes choses qui vont être évidemment analysées dans les mois qui viennent.
Ce jubé de Notre-Dame a été complété donc, à la fin du XIIIe siècle, donc plusieurs décennies après, par une clôture de chœur qui reliait donc les différents piliers du vaisseau principal. Il en subsiste d'importantes longueurs dans les 3 premières travées du chœur, mais elles se prolongeaient tout autour du vaisseau principal pour isoler le chœur liturgique qui abritait les chanoines, une cinquantaine donc, de clercs, des chapelains, et puis aussi l'autel principal et les reliques majeures exposées à l'extrémité du vaisseau principal dans le sanctuaire, en quelque sorte à l'aplomb de la clé de voûte à l'extrémité du vaisseau principal. La clôture du chœur de Notre-Dame, donc, qui a été repeinte au XIXe siècle, est en cours de nettoyage également, ce qui va permettre de découvrir évidemment une polychromie beaucoup plus vive que celle qui était là encore encrassée depuis le XIXe siècle. Mais il ne faut pas se limiter à l'étude de la polychromie à l'intérieur de l'édifice, puisque l'extérieur du monument était également peint. Il en subsiste évidemment moins de traces encore parce que ces peintures étaient exposées aux intempéries, mais par exemple, on conserve sur le soubassement d'un des contreforts au chevet de la cathédrale, voilà un détail, cette frise d'arceaux trilobés qu'on peut dater par leur forme du début du XIVe siècle, c'est-à-dire à l'époque de la construction de ces chapelles à l'extrémité orientale de la cathédrale. Donc une architecture et un décor sculpté très raffinés, mais qui était encore rehaussé par le décor peint, où on pouvait trouver des traces sans doute de dorure également. Bien entendu, les portails de la cathédrale, aussi bien ceux de la façade occidentale que vous avez ici, ou du transept, étaient entièrement peints, ou en quasi-totalité. Ici, le Christ du jugement dernier, qui est la figure principale du portail central, une photo prise après le dernier nettoyage à la fin des années 90, a permis de montrer que le nimbe du Christ était rehaussé non seulement de dorure, mais aussi de laques vertes et rouges, donc des glacis translucides d'une très très grande subtilité, qui évidemment mettaient encore davantage en valeur cette figure centrale du portail. Donc des études à venir vont permettre de préciser évidemment la polychromie de l'ensemble de cette statuaire, comme on l'a fait récemment dans les travaux d'un collègue, Stéphane Albrecht, de l'université de Bamberg en Allemagne, à propos du portail du bras nord du transept. Il y a un petit portail à Notre-Dame qu'on appelle la Porte Rouge, le nom évidemment renvoie à cette couleur, celle des vantaux en bois de la porte, qui porte toujours cette tonalité, qui a été ravivée évidemment à différentes périodes, et nous en avons entrepris au sein du chantier scientifique avec la Sorbonne, donc un relevé très détaillé. Je vais vous montrer une petite vidéo qui se rapporte donc à l'opération donc de relevé au scanner laser du portail. Donc, c'est le portail ménagé sur le flanc nord du chœur par lequel les chanoines de la cathédrale, qui résidaient à proximité immédiate, rentraient directement dans la cathédrale pour la célébration des offices quotidiennement. Au tympan, vous avez la scène du couronnement de la Vierge, la patronne de la cathédrale, entre un couple royal où on identifie généralement Saint-Louis et la reine Marguerite de Provence. Donc Grégory Chaumet, ingénieur de notre plateforme Plémo 3D, a effectué avec un scanner manuel donc le relevé du tympan et de la voussure, donc de l'arc orné de scènes en rapport avec l'histoire de Saint-Marcel, un évêque de Paris du milieu du Ve siècle. Un portail donc daté avant la mort de Saint-Louis en 1270. Et voilà le résultat, ce relevé, un nuage de points, donc généré par évidemment l'enregistrement du relevé laser. Ici, un habillage évidemment pour créer des effets de surface plus denses. Et donc on peut, avec cette modélisation 3D, accéder à n'importe quelle partie du tympan et y reporter l'emplacement et la nature des fragments de polychromie qu'on pourrait découvrir. Couplé avec une photographie du portail, on a ici un rendu évidemment beaucoup plus réaliste qui rend en effet la nature et l'aspect de la pierre, une pierre calcaire
extraites des carrières lutétiennes. Alors c'est ce type de travail qu'on veut généraliser pour l'ensemble des portails, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des chapiteaux de Notre-Dame. Et je terminerai, évidemment, puisque la cathédrale ne peut pas fournir toutes les réponses aux questions que nous nous posons, par la nécessité d'aller enquêter auprès de monuments de comparaison, qui peuvent être contemporains de l'époque de la construction de Notre-Dame ou de certaines phases de ces transformations. Et un seul exemple pour finir, celui du portail de l'église de Lompont-sur-Orge, donc en région parisienne, au sud-ouest de Paris, portail récemment restauré. Et donc, toujours Grégory Chaumet a effectué récemment un relevé scanner laser sur lequel on va pouvoir reporter les traces de polychromie, donc certaines sont visibles à l'œil nu et qui ont fait l'objet de prélèvements récemment par le laboratoire de recherche des monuments historiques qui va pouvoir déterminer la nature de ces pigments et éventuellement préciser la chronologie de cette mise en peinture et lorsqu'il y a plusieurs couches de peinture superposées, ce qui arrive, une chronologie des différentes phases de décoration des portails. Voilà, donc un projet sur plusieurs années, mais qui apportera des éléments évidemment particulièrement intéressants pour la connaissance de Notre-Dame et plus généralement de l'architecture du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Je vous remercie de votre attention. Alors, oui, il y a un peu d'écho. Donc là, je suis devant vous pour parler un peu des aspects éphémères de Notre-Dame. Et je clique où ça n'a pas marché? Non. L'autre sens. Ça, on a déjà fait. Voilà. Donc moi, je parle de l'acoustique de Notre-Dame, qui est un peu le parti immatériel qui sort du bâtiment matériel. Donc déjà, il faut constater que l'acoustique d'un bâtiment, il est le produit de tous les choix architecturaux du bâtiment, toutes les formes des murs, etc. Et aussi les choix des matériaux, si c'est de pierre ou des taperies ou d'autres objets. Donc l'acoustique est le produit de tous ces choix. Il faut aussi constater que le bâtiment de Notre-Dame a changé beaucoup pendant des siècles. Ici, on voit le bâtiment qui était avant Notre-Dame, dans l'aspect pré-gothique, et après les évolutions de construction pendant quelques centaines d'années qui ont avancé l'architecture. Et il faut constater que ces changements d'architecture aussi ont changé l'acoustique. Donc là, je présente un métrique, donc je crois que c'est le seul figure que je présente, c'est le temps de réverbération, c'est le temps que ça prend une sonde de décroître à l'inaudibilité. Et là, on voit qu'avec différents changements de l'architecture, on a des résultats assez différents. Et il faut aussi constater, si on réfléchit quelle est la bonne acoustique d'un lieu, que ça dépend sur l'usage du lieu. Donc ça, c'est un peu de statistique sur le type de lieux qui existent, soit des églises, des opéras, des salles du cinéma, la taille de la salle, et après le temps de réverbération typique de ce type de salle. Donc il faut réfléchir en termes de usage quand on parle de l'acoustique, et il faut aussi constater qu'à Notre-Dame, l'usage a beaucoup changé pendant des siècles. On avait des pierres des moines, on avait des sermons, après à partir du 14e, on commence à avoir des orgues, et après des grands concerts. Donc ça, c'est un concert en 2013 qui avait lieu à Notre-Dame. Donc les questions, c'est, on peut imaginer comment l'acoustique, juste avant un incendie, compare avec celle du passé. Mais je pense que le mieux, c'est de commencer, quelle est la bonne acoustique à les différents usages. Donc on peut poser les questions, quelle est l'acoustique qui est mieux pour la chambre polyphonique, qui a ses origines à Notre-Dame? Quelle est l'acoustique qui convient le mieux, l'orgue médiéval? Après, quelle est l'acoustique qui est mieux pour l'orgue baroque, qui était celle qui était plus grande, qui est installée après? Ou quelle est l'acoustique qui est mieux par l'intelligibilité des prêtres, soit dans la jubée, soit dans la nef totale? Donc ça, c'est le type de questions qu'on commence à poser. Et grâce aux techniques de simulation numérique qu'on utilise, on est capable de créer des simulations en réalité virtuelle de l'acoustique de ce type de lieu.
Donc on fait des collaborations avec plein de chercheurs, donc comme les deux autres intervenants de cette journée. On travaille aussi avec des historiens, avec des musicologues, avec des architectes de patrimoine. Et on crée des modèles géométriques acoustiques. Donc c'est des modèles qui ne sont pas juste 3D avec des images de pierre, mais vraiment les propriétés acoustiques de tous les matériaux. Et après, on peut placer des enregistrements des musiciens ou des prêtres, etc., qui sont sortis des salles et injectés dans les simulations virtuelles. Donc là, je pense, il attend que je clique. Donc ça, c'est un extrait d'une simulation qu'on avait fait il y a quelques années sur le même concert qu'on avait vu dans cette image précédente. Et là, je veux montrer un peu comment l'acoustique évolue en termes de position dans l'église. Donc on veut commencer juste au-dessus là, dans cet extrait, et après on monte sur les côtés et on traverse dans le triforium. Donc je veux bien que vous écoutez un peu comment l'acoustique, l'intelligibilité des chants des musiciens change avec position. Et j'espère que ça marche. Oui, il n'est pas très fort. Moi, je veux recommencer. Est-ce qu'on peut monter le niveau de l'ordinateur un peu? C'est bon? Bon, on peut dire que ce n'est pas la condition idéale d'écouter ce type de simulation dans une salle de béton et briques. En tout cas, ça, c'est un extrait d'une vidéo qui est disponible sur YouTube et on peut écouter chez vous tranquillement avec des casques, des haut-parleurs. C'est même en 3D, donc si on tourne dans les vidéos, ça adapte le son 3D à l'orientation sur votre smartphone, par exemple. Donc ça, c'est plusieurs liens sur notre projet. Sur tout ce qu'on a fait dans le groupe de travail acoustique sur Notre-Dame. Ghost Orchestra, c'est le nom de cette simulation. Et le grand projet qui est en cours, on est un peu à la moitié d'un projet de 4 ans, qui essaie de vraiment explorer l'histoire acoustique de Notre-Dame pendant des siècles. Et je pense que je termine là. Merci beaucoup, Brian Katz. Merci. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter un programme de recherche qui nous passionne depuis 3 ans au nom de la petite équipe que je coordonne autour de la question des émotions et des mobilisations qui ont entouré l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors, il est encore un petit peu tôt pour vous donner les résultats de ces recherches, mais au moins ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est les questionnements et les cheminements qu'on a essayé de mettre en place pour interroger cette question de l'émotion. Alors, quant au lendemain de l'incendie, le CNRS et le ministère de la Culture m'ont proposé, pour le chantier scientifique, de monter un programme de recherche sur la question des émotions patrimoniales. Je ne vous cache pas que j'ai ressenti une joie absolument immense et en même temps une certaine forme de perplexité
en me demandant ce qu'on allait bien pouvoir rajouter à tout cet ensemble de discours qui avaient été tenus un petit peu partout dans les médias autour de cette question. Qu'est-ce que les sciences sociales, et plus particulièrement l'anthropologie, pouvaient dire de plus ? Comment aller plus loin que cette énorme vague d'explicitation et d'introspection à laquelle chacun s'était livré, écrivain, chercheur, journaliste, mais aussi simple rédacteur de blog ou participant de discussions sur les réseaux sociaux, tous sidérés par leurs propres réactions et soucieux de les comprendre. Que dire de plus que ce qui s'imposait comme une évidence à la lecture de tous ces témoignages ? Le fait que le patrimoine, et au premier chef les monuments, sont faits pour nous survivre, pour assurer notre continuité dans le temps, au-delà de la brève échéance de nos vies. Si l'on se souvient que le premier monument a été le tombeau, que le terme même vient du latin monere, faire penser, faire se souvenir, il n'y a là rien de bien nouveau. Voir disparaître un monument, c'est toujours perdre un peu de nous-mêmes. Une fois établi ce constat, qui ne faisait d'ailleurs que renforcer et approfondir les résultats d'un programme de recherche sur les émotions patrimoniales que nous avions mené dans les années 2000 sous la direction de Daniel Fabre, il fallait à l'évidence aller plus loin. Nous avons donc choisi de travailler aux marges du tsunami émotionnel provoqué par l'incendie, d'une certaine façon en amont et en aval, et de trouver d'autres angles d'attaque en menant des ethnographies détaillées qui donnent à voir et qui permettent donc d'analyser l'exceptionnalité de Notre-Dame. Nous avons alors cherché ce que nous appelons en anthropologie des terrains. Les terrains, ce sont à la fois nos postes d'observation et les objets de notre recherche. Et nous avons essayé, à travers ces terrains, nous avons essayé de les configurer de façon à comprendre, d'une part, la façon dont l'exceptionnalité de Notre-Dame était produite, et d'autre part, ce que cette exceptionnalité produisait, et en particulier cette dimension émotionnelle qui imprègne depuis avril 2019 tout ce qui a trait à la cathédrale. Tout un pan des travaux menés au sein du groupe de travail sous la direction de Sylvie Sagne, par exemple, concerne ainsi les très nombreuses médiations qui ont été mises en place depuis l'incendie pour faire visiter une cathédrale en absence, c'est-à-dire une cathédrale fermée à son public, pour l'incarner, y compris virtuellement. Une autre série d'observations, sous la direction de Cyril Isnard, travaille plutôt la dimension comparative, en lien avec des chercheurs qui ethnographient d'autres catastrophes patrimoniales, comme l'incendie du musée national de Rio de Janeiro ou l'incendie du château de Shuri sur l'île d'Okinawa au Japon. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler du programme de recherche dans lequel je me suis plus particulièrement impliquée avec un petit groupe pluridisciplinaire de collègues. Il me semblait en effet important de profiter des opportunités ouvertes par le chantier scientifique et en particulier par le lien qu'il permettait de créer avec des spécialistes des matériaux qui composent l'édifice. Nous avons donc choisi d'observer, de donner à voir et d'analyser comment dans Notre-Dame le matériel et l'immatériel sont inextricablement liés. Les deux collègues qui m'ont précédé vous ont montré comment ces deux aspects étaient extrêmement présents. Mais nous, on voulait montrer comment ils forment une construction hybride dans laquelle matérialité et sacralité sont absolument indissociables. Une sacralité qui est d'ailleurs tout à la fois religieuse et patrimoniale, deux formes de sacré dont nous ambitionnons de comprendre les liens, les similitudes, mais aussi les divergences. Pour comprendre et ordonner ces intrications, il nous fallait une fois de plus un terrain. Un poste d'observation privilégié s'est rapidement imposé à notre attention, celui du traitement des décombres de l'incendie. Dans le chaos provoqué par le sinistre, tout a en effet brutalement changé de statut. La cathédrale est devenue un chantier. La forêt, la charpente, un amas de débris calcinés. Tous les sens sont bouleversés par l'odeur dégagée par les gravats mouillés, par le bruit des escarbilles crissant sous les pieds, par la vue du puits de lumière que creuse la gigantesque béance ouvrant la cathédrale sur le ciel. D'emblée,
une certitude s'impose aux professionnels du patrimoine qui n'a nullement besoin d'être argumentée tant elle semble à tous relever de l'évidence. Il n'est simplement inenvisageable de jeter les décombres de l'incendie à la benne. Un intense travail de remise en ordre va alors se déployer. Une remise en ordre matérielle, on déblaye, on trie, on balaye, on aspire, mais aussi une remise en ordre symbolique par la requalification que l'on fait des objets et des lieux, comme s'il fallait impérativement redonner sens à ce monde sans dessus-dessous. D'un côté, les gravats, ces tas où s'entremêlent le bois et le métal calciné, à l'issue d'un passage sur ce qu'on appelle la table de tri, qui fonctionne comme un lieu central de transformation, deviennent des vestiges, catégorisés, étiquetés, rangés, promis à la conservation ou à l'étude scientifique. De l'autre, des œuvres dépouillées de leur fonction originelle par l'incendie sont réinvesties d'une nouvelle signification patrimoniale ou religieuse. Ainsi, le coq reliquaire de la flèche, celui qui avait tout en haut, miraculeusement retrouvé parmi les décombres, est exposé au ministère de la Culture lors des Journées du patrimoine, porteur des stigmates de l'incendie, œuvre martyre, à la fois reliquaire et relique, tout au moins dans une acception profane du terme, destinée à porter la mémoire de l'événement. La Vierge du Pilier, quant à elle, épargnée par les décombres tombés juste à ses pieds, est confortée dans son rôle tutélaire de protectrice du lieu, et tandis qu'une réplique de résine accueille les visiteurs et les fidèles sur le parvis, l'original symbolise la permanence et la continuité de Notre-Dame dans l'église Saint-Germain d'Auxerrois qui en accueille les offices. Enfin, les décombres de l'incendie, propriété de l'État, et qui ne peuvent donc être ni vendus ni donnés, font l'objet d'une convoitise généralisée dont témoignent les annonces publiées sur Internet et les lettres reçues par la cathédrale demandant un morceau de bois calciné, voire un morceau de fer, voire un morceau de l'échafaudage démonté, comme autant de reliques mémorielles à la sacralité incertaine. Un étudiant de l'école Boulle a même proposé de construire un reliquaire pour abriter un morceau de la charpente brûlée. Une proposition qui a été immédiatement refusée par les ecclésiastiques, pour lesquels on ne saurait sacraliser ainsi la catastrophe et ses décombres. La seule vocation de l'Église étant de célébrer le sacrifice du Christ et de sa résurrection, et non de garder la mémoire d'événements temporels comme un incendie, surtout s'agissant d'un incendie sans victime, nous ont-ils expliqué. Comme ils n'ont cessé de le répéter la nuit même du sinistre, les seules pierres qui comptent aux yeux de l'Église, ce sont celles vivantes de la communauté des croyants. Ainsi, quoique confrontés à la nécessité de rentrer dans un nouvel ordre des choses, décombres, vestiges et reliques, sacrés ou profanes, ne sont pas pour autant réinvestis d'un sens unique. Autour d'un même objet, d'un même vestige, les lectures religieuses, patrimoniales, scientifiques peuvent cohabiter, les logiques se côtoyer, entrer en tension, les discours s'entremêler. Toutes ces observations, menées dans le cadre de ce programme de recherche qui est soutenu par la Fondation des sciences du patrimoine, montrent combien la matérialité de la cathédrale est complexe. Notre-Dame de Paris est certes faite de pierre, de bois, de métal et de verre, mais aussi de foi, de pratique, de représentation, de souvenirs, de perception et de récits contrastés. Matérialité et immatérialité sont ici indissociables. Et c'est cette hybridité même qui a nourri l'extrême émotion déclenchée par l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019. C'est elle qui explique que les gravats de l'incendie soient précieusement conservés et que les vestiges soient tout imprégnés de l'exceptionnalité de l'édifice. Mais si cette question de l'exceptionnalité est centrale pour le traitement des vestiges, elle vaut aussi de façon totalement symétrique pour tous les nouveaux matériaux qui vont composer l'édifice restauré. Cette partie de la recherche va faire l'objet d'un autre programme, pluridisciplinaire lui aussi, et soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Intitulé « Sacralité par destination », on va y étudier les opérations par lesquelles les nouveaux matériaux ou objets qui vont rentrer dans la cathédrale seront investis par l'exceptionnalité du lieu. En d'autres termes, comment ils vont pouvoir être métabolisés par le monument.
Pourquoi les arbres qui vont constituer la charpente sont-ils récoltés dans toute la France? Pourquoi leur parcours de la forêt à la cathédrale est-il aussi soigneusement tracé? Pourquoi sont-ils souvent bénis? Pourquoi les débris de la coupe sont-ils distribués au sein des familles, donnés aux prêtres locaux? Comment ces matériaux vont-ils être haussés jusqu'à la valeur patrimoniale ou religieuse du lieu? Quelle va être la part des savoir-faire dans ce processus? Celui du remploi des matériaux d'origine. Comment la notion de prouesse architecturale est-elle partie intégrante de la sacralité des édifices religieux depuis le Moyen-Âge? Autant de pistes que nous avons entrepris d'explorer et sur lesquelles je pourrais vous donner de nouveaux éclaircissements d'ici quelques mois si une autre occasion se présente. Je vous remercie. Merci.